Bonjour à tous. Donc on se retrouve du coup pour notre partie suivante. Donc comme je vous l'avais annoncé hier, maintenant on va travailler sur la télévision et on va voir que même si on a on n'a pas le direct, si vous voulez, entre guillemets, directement avec la télévision, en tout cas au début de son apparition, on va avoir d'autres avantages qui vont faire que la télé va de peu à peu se diffuser et devenir un média de masse également. Donc c'est ce que nous allons voir maintenant avec le grand B, l'information en images, la télévision. Donc on va fonctionner comme on a fait durant ce thème. Vous le savez, c'est la fin de l'année, du coup un peu moins de travail, un peu moins d'activité comme d'habitude, parce que je préfère vous donner le max d'informations avant le dernier cours, bien évidemment, et pas entre guillemets vous faire travailler sur des documents puis une correction. Donc, je vous invite à regarder la page sur la télévision dans votre manuel, à regarder un peu les documents avant que nous, on les explore ensemble. Donc, c'est le moment de mettre pause pour les regarder et vous poser quelques questions. Nous allons les commenter et je vous donne en même temps que cette vidéo la synthèse que vous pouvez lire avant de prendre des notes, bien évidemment, sur ce que je vais dire maintenant, ou que vous pouvez garder pour la fin et écouter la vidéo tout de même, comme vous le souhaitez. Donc, au cours des années 1950, la télévision s'installe progressivement comme média, en fait, tout simplement. Elle connaît déjà énormément d'évolution, en fait, sur le plan technique, puisqu'on part sur une télé en noir et blanc, puis on aura la couleur, puis on aura des écrans de plus en plus grands, on aura de plus en plus de chaînes différentes, des chaînes aussi qui ne sont pas forcément contrôlées par l'État, parce qu'au début on a beaucoup de chaînes qui sont contrôlées par l'État. On va avoir ensuite l'apparition de chaînes spécialisées sur l'information. On va avoir des chaînes de TNT, etc. Donc de plus en plus d'améliorations. On va avoir aussi le côté direct qui peu à peu va se développer avec la télévision. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le contexte des 30 Glorieuses, la télévision, elle va être très importante. Donc, après la Seconde Guerre mondiale, puisqu'elle va permettre de développer ce qu'on appelle la culture de masse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une culture qui peut être partagée par l'ensemble de la population va être, entre guillemets, instituée par la télévision, par les programmes qu'elle diffuse, la musique qu'elle diffuse, les films qu'elle diffuse, l'information qu'elle diffuse. Tout ça, ça va constituer une culture de masse qui va vraiment se construire à cette époque-là grâce à la télévision. Pas que grâce à la télévision, mais grâce à la télévision. Donc, on le sait, sous la 4e et la 5e République en France, les gouvernements successifs vont utiliser la radio, mais aussi la télévision, comme des instruments de propagande. C'est ce qu'on a vu hier, mais ça va continuer. La télévision, elle va aussi occuper une place de plus en plus importante dans les foyers français, puisqu'on a 1 million de postes en 1958 contre 10 millions en 1969, donc 10 ans plus tard. Donc on a vraiment une multiplication par 10. Le général de Gaulle, il va transformer les conférences de presse, d'habitude faites en petits comités, en de véritables spectacles médiatiques, puisqu'elles vont être retransmises à la télé, en diffusées d'abord, puis peu à peu en direct. D'accord ? Et à partir de 1965, on va avoir tous les candidats à la présidentielle qui vont bénéficier de l'outil audiovisuel. Donc ça veut dire qu'ils vont pouvoir, si vous voulez, diffuser des spots à la télé pour la présidence. Donc ça veut dire vraiment un instrument politique. On va avoir aussi peu à peu ce qu'on appelle une libéralisation de l'audiovisuel. Donc, ça se passe dans tous les pays européens à peu près sous François Mitterrand, donc dans les années 80, mais également en France, puisque c'est notamment justement une partie du programme de François Mitterrand. Qu'il va mettre en œuvre par la loi du 29 juillet 1982 qui proclame la communication audiovisuelle est libre. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Tout simplement, auparavant, les chaînes de télé étaient totalement, maîtrisées, censurées, contrôlées par l'ORTF, donc l'instrument étatique. Et grâce à cette loi, on va avoir beaucoup de chaînes de télévision libres qui vont
se diffuser. Alors par exemple des chaînes qui ne sont pas du tout étatiques, aujourd'hui on a TF1, M6, voilà, etc. Et il faut donc attendre un petit moment avant de voir ce média télévisuel se développer et être de plus en plus fréquent dans l'usage dans les foyers. Mais attention, toujours avec un contrôle du politique. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, même si on a l'impression que la télévision est libre, et c'est vrai, elle est libre, elle est toujours soumise à certaines règles qui sont maîtrisées par le CSA, donc le comité de surveillance de l'audiovisuel, qui, par exemple, interdit ou condamne certaines chaînes pour des diffusions trop violentes, trop connotées sexuellement, etc. Donc on a quand même encore un contrôle de la télévision. Donc, je vous ai mis sur cette diapo un petit repère, donc avec en juin 1949 le premier journal télévisé quotidien. Donc, c'est très intéressant parce que c'est la première fois qu'on va tous les jours diffuser une information via la télé. Donc, bien évidemment, pas encore une information en direct, hein, on s'entend, contrairement à la radio. On va avoir la naissance en 1959 d'un magazine télévisuel qui s'appelle 5 colonnes à la une, donc qui présente l'actualité à la télé. Donc c'est vraiment une place qui est donnée vraiment à l'actualité et notamment à l'image et au terrain, puisqu'on va avoir de plus en plus de journalistes de terrain qui vont diffuser sur ce magazine des reportages et également une place importante à l'image. On reviendra là-dessus quand on étudiera certains documents, puisque vous verrez que c'est un des avantages de la télé, c'est qu'on a vraiment l'impression que l'image ne ment pas. Et du coup, ça encourage à utiliser la télévision. En 1963, on va avoir plusieurs programmes régionaux d'information télévisée qui vont voir le jour. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a encore, avec notamment France 3 Régions. Donc si vous allez à l'heure, on va dire, du journal télévisé d'actualité sur France 3, vous allez avoir non pas une information une actualité nationale, mais une actualité régionale. Donc en fonction de la région dans laquelle vous vivez, vous allez avoir l'actualité de votre région, donc avec voilà, une place tenue au local. Ce qui est très important à l'époque, parce que je vous rappelle qu'on vit dans un pays très centralisé, avec Paris comme un peu fer de lance de la nation. Donc on parle souvent de ce qui se passe à Paris, très peu de ce qui se passe dans les régions, et donc il y a certaines franges de la population qui pouvaient se sentir un peu délaissées par les actualités nationales ou internationales. Et enfin, une date plus récente, en juin 1994, on a le début des chaînes d'information en continu avec LCI. Et aujourd'hui, on en connaît bien d'autres comme CNews, comme BFM TV. Voilà, donc des chaînes qui ne font que diffuser de l'information d'actualité en boucle et qui ne diffusent pas d'autres programmes. Donc vous voyez, on a quand même une variété des programmes de télévisuels qui ont un lien avec l'information, avec l'actualité qui se mettent en place au cours du temps. Donc voilà, je vous invite à donc mettre pause pour relire ce document si vous ne l'avez pas encore fait. Ce document 1 qui est très intéressant puisqu'il montre justement l'importance de l'image dans la diffusion de la télévision comme média de masse. Évidemment, donc on est là sur un article d'une revue qui s'appelle la Revue des médias, qui a été publiée le 9 novembre 2015 et qui a été rédigée par Claire Blandin et qui s'intitule « Le journal télévisé incontournable ou dépassé ». Donc on avait un peu une mise en perspective de la télévision aujourd'hui. Est-ce que la télévision est encore valable comme média de masse ou non? Et qu'est-ce qui a fait de la télévision un média de masse? Et c'est ce qu'on va voir maintenant, puisque cet article nous explique très bien que dès l'apparition du premier journal télévisé quotidien, ça va bouleverser le rapport des Français à l'information, puisque déjà on va avoir un rituel quotidien, un rituel qui existait déjà via la radio, mais qui est systématisé par la télévision. D'accord ? Donc, à l'époque, il faut savoir que on n'avait pas tellement encore de postes de télévision dans les foyers, mais ça instaure un peu un rituel.
Peu à peu, au cours des années 50 et au cours des années 60, on va avoir donc une systématisation du journal télévisé qui va amener les Français qui vont posséder de plus en plus facilement grâce aux 30 Glorieuses et donc forcément aux Français qui s'équipent en électroménager, mais en électronique en général, qui ont plus de moyens, etc. Donc qui vont avoir des postes de télévision plus facilement. Peu à peu, donc ils vont regarder plus facilement justement le journal télévisé et donc ça va avoir un apport majeur dans le traitement de l'information puisque lors du journal, contrairement à la radio, on va diffuser des images. Et ces images, elles sont perçues comme une source d'objectivité. On a une idée en France à l'époque, une notion selon laquelle les images ne mentent pas. D'accord. On voit quelque chose, donc on le croit un peu, si vous voulez, l'adage de saint Thomas, et il faut que je le vois pour le croire. C'est un peu ça qui est dans l'idée des Français à l'époque, et c'est aussi le principal atout par rapport à la radio. La radio permet le direct que ne permet pas la télévision, mais la télévision montre des images qui donc paraissent être des preuves de l'actualité. D'accord ? Alors, il faut quand même, comme je vous l'ai dit, pas systématiser cette image parce que lors de la première diffusion du journal télévisé, on a seulement entre 2000 et 3000 postes en France de télévision. Donc vraiment, c'est anecdotique. Mais au cours du temps, d'accord, vraiment lors des 30 Glorieuses, on va avoir justement une diffusion rapide des postes de télévision comme média d'information, puisque justement cette image qui ne ment pas est une preuve supplémentaire et un moyen pour les Français d'avoir des preuves facilement, sans se renseigner par soi-même, sans rechercher, puisqu'on leur donne gratuitement, si vous voulez, en direct. De même, toujours comme la radio, on va avoir une instrumentalisation de la télévision. Donc c'est très intéressant puisqu'on a ce document qui est très très intéressant et qui montre donc une diffusion télévisuelle d'une intervention du général de Gaulle le 3, alors il marque le 2 mais c'est pas très clair si c'est le 2 ou le 3 octobre 1961. Donc c'est une allocution de Gaulle qui en fait va privilégier alors autant pendant la Seconde Guerre mondiale, il privilégiait la radio, qui était un très bon moyen pour lui. Là, il va privilégier la télé, puisqu'on le voit, on voit ses réactions. Il joue un petit peu sur le modèle de Roosevelt, vous voyez, sur la conversation. Donc en fait, de Gaulle, il va s'inviter un petit peu dans chaque foyer français via cette télédiffusion. Et ça va être un véritable usage politique de la télévision, puisqu'on rentre dans l'intimité des foyers, on transforme la relation que les Français entretiennent avec les hommes politiques, puisqu'ils reconnaissent le général de Gaulle, ils l'associent à une image, donc ça aide, et puis on le voit s'exprimer, donc il inspire un charisme, etc., qui renforce un petit peu l'admiration des Français, si vous me permettez le terme. Et donc, de Gaulle en France, c'est le premier président à utiliser la télévision pour créer un lien avec eux. Donc c'est vraiment similaire à tout ce qu'on a dit par rapport au président Roosevelt, mais cette fois-ci télédiffusé avec le rôle de l'image qui est ici très fort. Voilà. On a ce document 3, donc ce document 3 que je vous invite à lire également, qui est en fait la naissance du grand reportage à la télévision, donc cette idée de grand reportage qu'on avait, si vous voulez, dans la presse, avec ces reportages, ce journalisme de terrain et d'investigation, qui va être fait à la télé beaucoup plus facilement, puisque justement, on a toujours ce rapport à l'image comme preuve. Et donc, ce grand reportage à la télé, il va être porté tout d'abord par l'émission, comme on l'a dit, d'actualité 5 colonnes à la une, qui va chaque vendredi soir essayer de montrer une actualité beaucoup plus large que celle du journal télévisé quotidien, qui est au final relativement court. Donc on va explorer, on va aller plus en profondeur sur certains sujets, et donc on va avoir le grand reportage. Donc vous savez, ces courts-métrages de reportage avec des images, avec des interviews, etc., avec une sorte de mise en scène de l'événement également, puisqu'on va monter, entre guillemets, le reportage. Donc on va sélectionner les images qui vont faire sensation, donc avec une forme de sensationnalisme, etc., et qui va permettre justement de captiver
tout simplement le téléspectateur, de l'attirer et un peu de le convaincre, puisque cette image reste une image qui fait foi, entre guillemets, dans l'esprit des, des téléspectateurs qui n'ont pas encore, entre guillemets, le recul suffisant sur la télé pour se rendre compte que c'est parfois mise en scène. On a aussi le poids de l'interview, puisque ce format va permettre beaucoup plus les interviews, donc interview filmée où une personne va être interrogée sur un certain sujet d'actualité, ou même parfois en plateau, d'accord, qui va réagir en plateau. Et tout ça, ça donne un petit peu, si vous voulez, un aspect très novateur à la télévision qui va attirer par rapport, bien évidemment, à la radio où les reportages, au final, sont des reportages uniquement faits par le journaliste, où il va parler de ce qu'il a vu sans jamais avoir la preuve, entre guillemets. Donc c'est très très intéressant. De ce point de vue-là, ce qui va aider aussi, c'est de vivre l'événement grâce à la télévision et donc à l'image, mais également au fait que la télévision, elle va passer peu à peu en direct. On va avoir le poids de l'image qui va s'intensifier, notamment lors de la transmission en direct d'événements. Et donc le document que vous avez là, il est très 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 important, puisqu'on voit en fait tout simplement l'événement du World Trade Center, donc un événement très très fort, d'accord, puisqu'il a été retransmis en direct pratiquement en France, alors pas totalement en direct, c'était un peu décalé, parce qu'aux États-Unis en soi c'était pas en direct. Alors vous aviez ces images où on voyait les avions dans les tours qui n'étaient pas en direct, mais vous aviez ensuite, heure après heure, l'avancement de l'incendie dans les tours et l'effondrement des tours qui se faisait, lui, en direct. Donc ça montre la puissance du direct et aussi de l'image dans une information qui va être mondialisée. Puisque là, on n'est plus sur De Gaulle et sa politique, là, on est sur vraiment de l'information internationale. Voilà, très importante. Et donc là, on voit dans un magasin, alors c'est un magasin, je ne sais pas à quelle enseigne, mais qui vend, vous voyez, ces électroniques du style, je vais pas dire... Ouais, bon, je vais vous donner un exemple du style boulanger, Darty, etc. Donc, ces magasins où on va pouvoir acheter des télés, des ordinateurs, des chaînes hi-fi, des aspirateurs, ce que vous voulez. Et donc, des clients qui sont au rayon télé de ces grandes enseignes et qui regardent en direct, du coup, ces images qui passent en boucle. Donc, aussi, le fait de passer en boucle, on vous dit... en petit sous-texte de cette image que c'est l'image en fait de l'avion qui s'écrase sur la tour sud du World Trade Center. Elle est diffusée 122 fois par TF1 entre 15h30 et 23h. Donc le 11 septembre 2001, donc ces images qui passent en boucle et qui accentuent la stupeur ressentie face à l'événement, et un peu ces images qui deviennent entêtantes, qui deviennent obsédantes, d'accord, qui sont plutôt aujourd'hui pas forcément des images que l'on va voir sur des chaînes comme TF1, mais plus sur des chaînes, on va dire, d'information en continu, mais qui en fait montrent que l'image, elle va avoir un rôle de sensation, un rôle de preuve, et surtout un rôle qui va mobiliser les téléspectateurs et rester dans les esprits. Et c'est très important parce que cet événement, le World Trade Center, est un événement presque très représentatif de ça. En tout cas, le premier événement aussi représentatif de cette stupeur face à l'événement retransmis en direct avec cette information mondialisée qui repasse en boucle les mêmes images. Pour un événement moins mondialisé et plus récent, on peut penser notamment à la prise d'otage au Bataclan, où les chaînes d'information en direct ont repassé minute après minute ce qui s'était passé, ce qu'ils avaient en images, etc. Donc qui a presque, si vous me permettez l'expression, angoissé, ça a un climat anxiogène de voir ça minute après minute et de revoir les mêmes images dans un cadre d'un événement dramatique, bien entendu. Donc voilà, le poids de l'image est très important dans la télévision et c'est ça qui fait que vraiment ça devient un média qui est toujours le média consulté par excellence par les Français, mais également le média qui fait le foi, entre guillemets, même si on a une remise en cause de la télévision actuellement. Donc globalement, qu'est-ce qu'ils nous disent ces documents ? Ils nous disent que l'image, elle joue vraiment un rôle central dans le traitement de l'information depuis l'apparition de la télévision.
Les docs, ils nous montrent l'enjeu déjà du premier journal télévisé, dans un contexte où les ménages ils sont très peu équipés en télévision, mais pas mal en radio. Et donc, cette image va permettre justement de montrer que l'information par l'image semble plus pertinente. Et donc, entre guillemets, les gens vont délaisser la radio pour aller vers le média télévisuel. C'est vraiment qu'au cours donc des années 60, au moment où la télévision va rentrer massivement dans les foyers, que va se construire une information télévisée vraiment concrète et quotidienne, qui va donner priorité à l'image, donc cette image toujours perçue comme source d'objectivisation de l'information. C'est une preuve. On voit aussi que grâce à la télé va se diffuser de plus en plus les grands reportages, les émissions de grands reportages à la, comment dire, à l'exemple de ce qui se faisait dans la presse, d'accord, mais avec plus d'images et des images toujours comme preuves et qui vont traiter l'actualité de façon beaucoup plus approfondie que lors des journaux quotidiens télévisuels. Grâce au montage de l'image, les événements ils sont davantage personnalisés et mis en scène. Donc voilà, ça c'est un peu une critique qu'on peut faire. Dans le but de garder les meilleurs moments, si vous me permettez, de l'événement, de faire vivre plus directement l'événement par le téléspectateur sans forcément garder une temporalité stricte et sans forcément mettre tous les détails en avant, que les plus pertinents et les plus sensationnels quelque part. Donc peu à peu, en fait, tout simplement, la télévision, elle va transformer le rapport des Français à l'information et leur manière de s'informer, puisqu'ils accordent dorénavant une place centrale à l'image. Et c'est quelque chose qui va rester, puisque dans les journaux, alors même si on ne peut pas, on va quand même mettre des photos de plus en plus chocs, des photographies chocs. La radio va avoir du mal, mais va aussi mettre en place, si vous voulez, l'image, puisque de plus en plus, on va avoir des retransmissions de radio qui vont être filmées. Donc, au moment où on va parler à la radio, ça va être filmé. Et après, les auditeurs peuvent, en fait, s'ils ont besoin d'une image, justement, regarder ces émissions de radio qui sont, en fait, filmées. Et aussi, sur Internet, on a de plus en plus de médias vidéo via des plateformes comme YouTube ou autres, qui permettent justement cette place centrale de l'image. La télévision, donc, elle offre presque la possibilité d'un spectacle en images. Elle va encore plus loin que la radio à partir du moment où elle devient en direct, puisqu'on peut voir le Tour de France en direct, comme on le faisait à la radio, mais là avec les images, donc avec les coureurs, etc. Donc c'est encore plus intéressant. Et donc, bien évidemment, c'est une avancée puisque, si vous voulez, on a le spectacle en image dans la télévision, on avait juste le spectacle en son à la radio, et le spectacle, on l'avait en diffusé le lendemain par la presse. Donc là, on va encore plus loin dans le direct de l'information, le choc, consommateur direct sans intermédiaire. Le journaliste à la télévision, il joue à la fois le rôle de présentateur, mais également de journaliste, d'accord, d'animateur, puisque parfois sur les chaînes où on va avoir, par exemple, des débats, il va distribuer la parole à des spécialistes ou non, à des confrères sur le terrain ou non, encore une fois, et à des témoins des événements. Donc voilà, on a vraiment un jonglage, et c'est une information qui est très rapide aussi. Donc c'est aussi quelque chose qui va aller dans ce qu'on appelle la culture du zapping. Donc vite fait, on va sur BFM TV pour avoir l'information du jour, sans forcément prendre du recul sur la mise en scène, sur le spectacle de l'image, mais en se référant uniquement à l'image. Et donc, ça peut avoir plein de biais qui sont très critiqués aujourd'hui. Bien évidemment, à travers aussi la succession d'interviews, on a l'impression que l'information est plus fiable. On fait vivre aux téléspectateurs l'événement avec une plus grande intimité, notamment les faits divers, et la mise en scène, elle est constante en fait. Et donc cette personnalisation des sujets en fait, de l'actualité, elle a pour but aussi de créer un véritable lien entre le téléspectateur et l'information via ces journaux télévisés. Voilà. Donc j'espère que j'ai été relativement claire
pour la télévision. Donc, je clôt ici notre dernier cours de l'année. Donc, je vous invite à aller voir la synthèse pour finir de prendre des notes. J'espère que tout ceci vous a intéressé. Bien évidemment, j'aurais espéré aller un peu plus loin dans le programme, c'est sûr, puisque nous n'avons pas tout terminé. Mais je vais vous donner quand même quelques recommandations si vous voulez approfondir votre travail sur la suite du programme au cours des vacances ou durant votre temps libre, bien évidemment. J'ai été très très heureuse de faire cette année en votre compagnie. J'espère que le cours vous a intéressé ou en tout cas vous a été utile et vous a permis de comprendre beaucoup de choses quant au monde autour de nous, quant à l'actualité, quant à plein de problèmes de société et de problèmes géopolitiques. Je vous souhaite à tous d'excellentes vacances, reposez-vous bien, j'espère que vous repartirez d'attaque, si on me permet l'expression, pour la rentrée. Et voilà, bonne journée et bonnes vacances à tous.